Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous démarrons le corrigé de l'exercice 2 sur le TD3, circuit fixe dans un champ magnétique variable. Alors, cet exercice est vraiment alors, pas exactement, je veux dire vraiment, pas exactement, mais est tout à fait dans l'état d'esprit des exercices que vous aurez à traiter en deuxième année. À ceci près qu'évidemment, il y a les expressions des champs magnétiques, dont il sera question dans l'exercice, ne vous seront pas données l'an prochain, contrairement à cette année. Mais sinon, tout cet exercice est vraiment un exercice, donc, comme je vous disais l'autre jour, que j'ai donné déjà en exercice d'oral, en révision d'oral pour les deuxièmes années. Donc il s'agit d'une pince ampère-métrique. Alors si on regarde si on fait une lecture commentée de l'exercice, donc une pince ampère-métrique utilisée lorsque vous avez des intensités qui sont supérieures à 10 ampères. Comment ça fonctionne? Vous avez juste, donc là vous avez une pince, ça peut s'ouvrir ici en appuyant sur le petit bouton ici. La pince peut s'ouvrir. Alors comment est-ce qu'on peut montrer ça? Si je représente un petit peu ce qui peut se passer, vous avez en fait le crochet, je vous ferai des schémas un peu mieux tout à l'heure évidemment, mais vous pouvez ouvrir comme ceci pour permettre de laisser passer. Donc là vous avez le manche. C'est mal fait, vous avez une manche comme ça. Donc vous laissez passer le fil à l'intérieur ici, qui est parcouru par un courant d'intensité I, grand I. Et en fait, cette spire ici, cet enroulement-là, c'est constitué d'un tore de section carrée de côté A égale 1 cm, d'axe OZ, du rayon moyen 3,5 de A, sur lequel on a bauminé régulièrement un grand nombre de spires. Alors en fait, là vous avez ceci, ça correspond à ceci. Alors, on a fait une modélisation, en fait, on a considéré que ça c'était circulaire, comme ceci ici. Et les spires, ce sont des spires carrées. Donc si on tranche ici, voilà ce que vous avez en fait en vision. Vous avez des spires carrées. Ensuite, donc ce circuit de résistance R égale 0,2 ohm est fermé sur un ampèremètre de résistance R' égale 0,3 ohm. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez donc le tore là. Donc je le fais très schématiquement. Ça, comme ceci, là, l'enroulement de spire carré. Voilà, qui est branché sur, donc là, bon, c'est équivalent à R égale 0,2 ohm. Et là, vous branchez ça sur un ampèremètre, pas mal fait, de résistance R' égale 0,3 ohm. Voilà le fonctionnement. Un fil infini continu avec l'axe OZ est parcouru par un courant d'intensité I variable, sinusoïdale, de fréquence 50 Hz. Donc voilà l'intensité I qui circule petit i, je vais le mettre en rouge pour bien distinguer les deux. Donc ici vous avez grand I, l'intensité que vous cherchez à déterminer, et ici petit i, l'intensité qui parcourt la pince ampère-métrique, petit i que vous trouvez ici également. Donc voilà ce qu'on peut dire avec le schéma ici. Donc maintenant on va lire la question. On vous demande le champ magnétique total, soit B, le champ magnétique total créé par la pince et le fil. Justifier que B est porté par Eθ. Bon, très bien. Alors on va refaire un schéma et on va pouvoir montrer. Donc il s'agit. Alors déjà, B total. Le champ B total, si je vois, eh bien vous devez tenir compte du champ créé à la fois par le fil. Alors je vais faire le fil comme ceci, qui est parcouru par un courant d'intensité I comme ça. Et vous avez également, si je fais comme ça, mais un petit peu mal fait, donc ce serait un tore mal fait, hein, c'est un tore carré, les spires sont carrés. Bon, c'est plus simple pour moi de faire les spires, je vais pas faire un joli schéma, des spires, des spires circulaires. Voilà, et donc chacune de ces spires, d'après le schéma que je vous ai donné ici, est bien parcourue donc, par un courant d'intensité petit i orienté vers l'extérieur, comme cela. Au-dessus, vu du dessus, on a ça. Hop. Donc, vu du dessus, on a une intensité. Hop, ici, petit i, comme ça. Donc les vecteurs, vous avez, ils sont fournis, hein, c'est EZ comme ça, ER
comme ceci, et donc Eθ comme ça. Eθ. Donc Eθ qui s'enfonce vers le fond. Donc si vous avez une spire, si je refais le schéma de l'énoncé, vu de côté, vous avez une spire carrée, comme ça, donc située à la distance moyenne 3,5 de A. Ici vous avez A, et ici 2A. Voilà, donc le ER est bien comme ceci, le Eθ vers le fond du feuille ici, et le Z que porte l'axe comme ceci. Et donc la spire est parcourue par un courant petit i. Alors je ne refais pas le schéma de l'autre côté, mais c'est la même chose. Là, on tranche le tore comme ça. Bon. Maintenant, on va passer à ce qui est demandé, c'est-à-dire l'expression du champ total. Le champ total, B total, c'est le champ, c'est la somme des champs créés par le fil d'abord, qui crée un champ B, plus le champ magnétique créé par le tore. Alors, le champ magnétique créé par le fil. Déjà, si je l'ai fait tout seul, le fil, ça vous connaissez depuis le premier chapitre de l'année sur l'induction, je fais n'importe quoi. On se met à travers. Hop. Donc le fil, comme ceci. Bon, le champ B, et donc, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de la le champ B est comme ceci. Et donc en fait, B fil, si vous avez un courant I, ici, en anti, le champ créé par le fil est bien, avec la règle de la main droite, orientée comme ceci. Donc B fil est de la forme B fil de θ. Pour ce qui est du tore, si on regarde pour une spire, comme ceci. Donc si je refais une spire, comme ça, donc orienté comme ça, et bien, d'après la règle de la main droite toujours, vous avez un champ B magnétique créé par le tore, qui va être, on va le mettre en bleu comme ça, qui va être créé, règle de la main droite, vers le fond ici, B tore. Alors, je vais mettre B spire, pardon. B spire, on va vers le fond ici du tableau. On va vers le porté par, comme ceci, ici. Mais ça, c'est pour une spire. En fait, vous allez avoir un champ qui va être simplement, si je le fais par-dessus, là, si vous avez le Eθ tournant, enfin le Eθ, tout simplement, hein, qui est ici, donc vous avez un champ B porté par Eθ, que ce soit pour le tore ou pour le fil. Donc B tore, lui également est porté par Eθ. Globalement, le champ créé par le solénoïde, par la pince ampère-électrique B total est porté par Eθ. Voilà. Donc ça c'était la première question. Maintenant on vous demande, alors on vous dit, on va prendre des questions. On vous dit, oh non c'est pas la question. Ici, alors on vous donne des expressions. Donc le champ créé B1 et B2 respectivement créé à une distance R des sources par le fil infini et par les n-spires, voilà leur expression. Donc ça c'est le champ créé par un fil infini, ça c'est le champ créé par n-spire. Vous apprendrez à premier mois de l'année, après avoir fait la méca en MP et en PSI d'ailleurs, vous apprendrez à déterminer, grâce au théorème d'Ampère, cette expression-là, cette expression-là. Ça, ce sera la première chose que vous allez voir l'année prochaine. Donc là, on vous demande d'exprimer le flux total. Donc, le flux total, eh bien, c'est le flux créé par le champ magnétique, le flux total, c'est le flux créé par le fil à travers les n-spires, flux fil à travers les n-spires,
J'écris de travers complètement. Alors, plus le flux créé par le tor, du champ magnétique créé par le tor, à travers lui aussi l'inspire. Voilà. Donc maintenant, le sujet exprime. Alors on a donc B, on va exprimer, hein, ça va être la double intégrale de... Alors, justement, il va falloir qu'on réfléchisse sur quelle surface. Donc, je vais l'écrire sur la surface. On va voir comment est-ce qu'on va exprimer ça. Sur la surface de B, fil scalaire df. Là, j'ai créé l'expression générale. Plus, alors d'ailleurs, je vais peut-être écrire le n en facteur. Tout de suite, parce que étant donné qu'il y a n spire, on met le n en facteur. N ici. Voilà. Plus sur la surface. Alors pour l'instant, je laisse très vague la surface, il va falloir qu'on en discute aussi. Le B du champ créé par le tor, scalaire ds. Bon. Là maintenant, il faut réfléchir. Parce que, attention, contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et tous les champs que vous avez traités jusqu'à présent, là, les deux champs, que ce soit le champ créé par le fil ou le champ créé par le tor, si je réécris, pour que ça saute aux yeux, donc le champ créé par le fil à cette expression, le champ créé par le tor à cette expression, on est n sur 2pi. Voilà, petit a. Eh bien, les deux champs dépendent de la distance r à l'axe. Et là, donc ça veut dire, si je refais le schéma, l'axe est ici, la distance r, c'est ça. Là, vous avez donc le grand courant que vous cherchez à déterminer, les spires, elles sont ici. Comme ça. Et là, vous avez le vecteur surface. Donc, je vais mettre en vert. Le vecteur surface total, là, c'est S. Donc, l'air est égal à A au carré. Sauf que vous ne pouvez pas vous contenter, attention, B est un B de R. Donc, c'est complètement faux de dire que vous avez B fois S. Faux. Faux, faux, faux. Vous ne pouvez pas sortir le S de l'intégrale comme ça, le DS, pardon, le B de l'intégrale, ici, et intégrer simplement la surface. C'est complètement faux. Donc il va falloir intégrer le champ B réellement sur un élément de surface. Donc je vais réécrire. On a B. Je vais réécrire B dépend de R. Vraiment, ça c'est... tablette sur n'importe quoi. Hop, B de R. Et donc, il faut identifier un élément de surface. Il faut identifier l'élément de surface sur lequel intégrer. Un élément de surface sur lequel intégrer B. Donc, et bien maintenant, je vais refaire le schéma. Il va falloir trouver donc je vais faire le même schéma encore, hein, même toujours. Donc ici, vous refaites la spire. Comme ça. La distance R à l'axe. Voilà. Et donc ici, en ce point-là, là vous avez B de R, qui n'est pas le même qu'en ce point-là. B de R différent. B' de R. Vous n'avez pas le même champ magnétique parce que de R', pardon, je vais mettre un R' ici. Vous avez une valeur différente du champ en ce point-là qu'en ce point-là. Donc il va falloir, eh bien, trouver un élément de surface sur lequel intégrer. Je refais, hop, ma distance à l'axe, pour trouver un endroit sur le... Enfin, pardon. Oui, un élément. C'est vraiment là purement dans le programme de deuxième année. Je m'ai fait. Il va falloir trouver un endroit sur lequel le champ B reste constant
Et on va retrouver, on va aider. Alors là, je vous le dis, on aurait dû faire ça en classe, évidemment, c'est complètement différent. On voit que B ne dépend pas de l'altitude de Z. Donc on peut prendre un élément de surface qui a comme longueur A. En fait, il n'y a aucun souci. Et par contre, on va considérer un tout petit élément d'épaisseur dr sur lequel le champ B n'évolue pas. Donc d'épaisseur dr comme ceci. Et on va ensuite intégrer R variant de A à 2A. Et à ce moment-là, on pourra balayer l'ensemble de la surface. Sur cet élément-là, B est constant. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc l'élément de surface, ds, vecteur ds, d'ailleurs, je peux l'orienter, hein, vecteur ds, c'est bien sûr est porté par le θ. Ça va être A dr. Donc voilà pour comment comprendre. Si on aurait pu, et évidemment je le mets en remarque, mais on aurait pu choisir un élément de surface beaucoup plus différent en disant que je prenais ceci et que je prenais ici dr et ici des z. Mais comme B ne dépend pas de z, donc là on aurait eu un d de s, ce petit vecteur ici, qui est mince, d2s ici, donc qui aurait été égal à dr dz de θ. Mais comme le champ B ne dépend que de R, eh bien, si on intègre un double élément de surface, donc R de R égale A à 2A, 2Z égale par exemple 0 à A, si on choisit que l'origine du repère selon Z est celle-ci, et bien de B de R dr de Z, et bien ici, vous pouvez, ça nous donne l'intégrale de Z de 0 à 2Z, multiplié par R égale A à 2A, de B de R dr, et ici vous avez bien ceci qui est égal à A. Donc ça revient, évidemment, donc là j'ai détaillé, c'est ce que je vous ferai l'an prochain. Hein. Pourquoi est-ce que j'écris directement cet élément de surface ici? Parce que le champ B ne dépend pas de Z. Ça c'est vraiment si on prend un élément de surface infinitésimal, on s'aperçoit qu'on peut en fait sortir que des Z, enfin intégrer des Z à part. Bon, donc maintenant on va pouvoir déterminer le flux total. Non, on n'oublie pas qu'il faut calculer le flux passant à travers le n spin, n, multiplié donc par, alors l'intégrale de R égale à 2A, de mu0 I sur 2pi R A dr. Je fais le produit scalaire parce que B est porté par Eθ, donc voilà. B scalaire, enfin B Eθ scalaire ds Eθ, mais tout vecteur, heureusement, plus, donc l'intégrale de R, c'est pareil, égale à A, on aurait pu regrouper, à 2A de mu0 NI sur 2 pi R, je reprends les champs multipliés par l'élément de surface. Donc là, je rappelle qu'il s'agit de B créé par le fil, en norme, et ici, B créé par le tore. Une parenthèse. Hop, et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir sortir tout ce qui dépend tout ce qui est constant de l'intégrale. On a n vecteur de mu0 ici, d'ailleurs, mu0 sur 2 pi. Il nous reste à intégrer, là je vais écrire dr sur de A aussi, dr sur R de A à 2A plus mu0 n i A sur 2 pi, intégrale de A à 2A dr sur R. Et donc, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, on obtient donc n mu0 A sur 2 pi I fois la primitive de 1 sur R, c'est ln de R, ln de 2, ln de 2A sur A, j'écris ln de 2A sur A, plus ni
plutôt mis un facteur, oui, c'est de la même façon, ln de 2a sur 1. Voilà, que l'on va pouvoir simplifier en n misère sur 2 pi. I, on a de ln de 2, ni plus ni, et ln de 2 ici. Alors, voilà pour ça. Donc là, on a l'expression du flux total qui passe à travers les n spires. Donc là, quand vous êtes arrivé à ce genre de choses, vous encadrez votre résultat et vous avez ça. Question 3. Question 3, on vous demande. Alors, question 3. Donc, en déduire le flux magnétique, c'est fait. Montrer que l'on peut déterminer le rapport petit i sur grand i moyennant une approximation. Alors là, vous dites, oulalalala, mais c'est un peu étrange de passer directement à ça. Alors évidemment, en fait, on va dire, il manque, là, dans l'état actuel des choses, vous dites, il manque des questions. Mais en fait, non, parce que vous savez bien que le flux en tant que tel, à quoi il vous sert le flux? Là, c'est des questions que vous devez vous poser. Quel est l'intérêt? Je vais dire à quoi, non? Quel est l'intérêt de calculer un flux? Je l'écris, mais c'est ce genre de questions que vous devez vous poser tout seul. Quel est l'intérêt de déterminer un flux? Le flux en tant que tel ne sert à rien. Ce qui nous intéresse, ce sont les variations par rapport au temps. Variation de phi par rapport au temps vous donne une FEM. En fait, loi de Faraday. Il faut avoir tout ça en tête, tous les liens qui existent entre les grandeurs, et vous dire, bon, si on vous a demandé de déterminer un flux, c'est qu'il y a bien une raison. E, donc c'est la FEM induite aux bornes de la pince paramétrique, du tore, aux bornes de la pince, enfin du tore, je vais écrire ça. Du tore, eh bien, l'opposé du flux total, de la dérivée du flux total par rapport au temps. Et si je reprends le schéma, donc je reprends le schéma, le tore de ça, on a déterminé le flux total à travers ces 11 spires là, et n'oublions pas qu'elles sont, en fait, c'est équivalent à une résistance R, mais qu'elles sont branchées sur, en fait, c'est comme si vous aviez, hop, 2R, un petit R et un petit R comme ici. Donc en fait, la FEM ici, aux bornes de l'ensemble, le E, je peux le mettre comme ça, ce n'est rien d'autre que, eh bien, la résistance totale, R plus R', du bobinage multiplié par I. On a I ici, on va organiser comme ça, oui, petit I comme ça. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à, en fait, dériver par rapport au temps. Et, or, attention, courant sinusoïdal. I et I sinusoïdal. Et donc là, heureusement, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, je vais réécrire l'expression E en complexe, moins D de phi total par rapport au temps. Donc moins, alors les expressions c'était, il y avait n mu0 a sur 2 pi ln de 2 d de i en complexe par rapport au temps plus n d de petit i sur dt égale donc r plus r' petit i en complexe. Bon, voilà, c'est extrêmement simple. Donc, dérivée en complexe, dérivée par rapport au temps, revient à multiplier par j oméga. Donc vous avez moins mu0, moins n mu0 a et n de 2 sur 2 pi, j'aurais pu appeler ça une constante, c'est pas grave. J oméga grand I plus n j oméga petit i égale r plus r' petit i comme ceci. Et que vous demande-t-on? Le rapport petit i sur grand I. Petit i sur grand I. Hop, petit i sur grand I. Avec le module. Donc on va faire ça. Petit i sur grand I
eh bien, il nous suffit de diviser tout par, oui, tout par entier. Donc, tout simplement, on va mettre un facteur. Ça. De faire une bêtise dans le calcul, c'est plus simple de mettre un facteur, donc i. Donc on a dit, on a moins ln2 0 à ln de 2 sur 2pi j oméga. Normalement, le j oméga, on met en première ligne. Hop, plus, non, moins r plus r égale, donc, j'ai vu le n, évidemment, j'ai vu le n ici. Ah non, je l'ai mis là, pardon. Donc ça c'est bon, oui, égale, alors j'ai passé de ce côté, et donc c'est égal à n moins 0 à ln de 2 qui est depuis j oméga grand i. Hop, voilà. Donc ce qui nous donne ce petit, le module, ça nous donne moins donc n moins 0 à ln de 2 j oméga je mets là sur 2 pi, divisé donc par R plus R plus j oméga 2 égale à, là vous voyez déjà ce qui va se passer, sur le pi, comme ceci. Hop, je mets sur le pi, ce sera plus joli pour trouver. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Alors, moyennant une approximation, là on se rappelle de la question, moyennant une approximation, là vous dites, là c'est pas très simple, l'approximation, on a dit que R, alors on va reprendre les notions, savoir ce qu'il faut utiliser dans cette situation. On vous dit que vous avez n égale 10 puissance 4 spire, R' égale 0,3 ohm, R égale 0,2 ohm. Alors, et l'intensité 10 ampères. Non, pardon. L'intensité, on ne sait pas, on n'a pas besoin de toute façon. Du 0, on sait que c'est 4 pi 10 moins 7. On va justement faire l'application directe. Voilà, on va regarder ça en ordre de grandeur. Donc R plus R prime. Voilà, à peu près 0,5. 0,5 ohm, c'est sa partie. Alors, oméga, on a dit donc 2 pi fois 50 Hz. Oh là là là, pi fois 50. N2, on a 10 puissance 4. Bon, donc on va faire l'application. En ordre de grandeur. Oméga N2 moins 0. On va pas forcément mettre le 2, on va mettre le N. Si, c'est ça. N2, hop. Mu 0 à N2 sur 2 pi. N2, ça. Hop. Égale à peu près 2 pi fois 50. C'est comme ça que vous devez travailler en ordre de grandeur, hein, évidemment. Pi fois 50, là je mets les 2 pi ici. Donc, hop, on les diminue. Fois 50, ça y est, c'est reparti. Fois donc 10 puissance 4 au carré, donc 10 puissance 8, fois 4 pi 10 moins 7, fois A. On a besoin de A, je ne sais plus du tout combien de A. A est égal à ça donne de l'ordre de grandeur de centimètre, mais je vous dis que c'est 1 centime. Bon, d'accord. 1 centimètre. 10 moins 2 fois ln de 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on peut simplifier. Donc, on a déjà 5. Alors, pi, c'est 3 fois 4, 12. On va voir autrement. On fait déjà
il reste 10 moins 9, 10 moins 1. Donc on va pouvoir dire qu'ici c'est à peu près en ordre de grandeur 10, vous avez le ln de 2 également. Donc ça va nous donner 400, en fait 20, on peut simplifier. 20 pi, 200 pi, pardon, 200 pi ln de 2, donc ça nous donne à peu près. Là, pour l'instant c'est toujours de l'égalité de A, B et C. Donc 20 pi ln de 2. Et ça, 20 pi ln de 2, donc 20 x 3, 60. ln de 2, ça va être certainement supérieur, oui, avec ln de 2, c'est même supérieur à 0, très très supérieur. Il y a un facteur 10 supérieur à 0,5 ohm. Donc on va pouvoir négliger, tout ça pour ça. Ce terme-là va être négligé devant le deuxième terme, devant ce terme-là, devant le terme 2. Et donc, maintenant, le rapport petit i sur grand i, à peu près égal. Donc là, on avait les mêmes termes au numérateur et au dénominateur, à ceci près justement qu'on avait un n. Donc ça nous donne, je vais écrire moins n 0 a ln de 2 oméga sur n2 nu 0 a ln de 2 et oméga et 2 pi soit de pi, soit de pi. Tout simplement, en fait, égal à peu près à 1 sur n. Ça veut donc dire que vous avez coefficient de proportionnalité entre l'intensité qui circule dans la pince ampermétrique, dans l'ampèremètre, donc I, de I, égale à peu près N, pardon, donc grand I sur N, et donc très facile, entre guillemets, c'est ça, très facile de connaître grand I. CF, petit I, est connu grâce à la méthode de l'ampèremètre. Grâce à un ampèremètre à l'intérieur de grâce à un ampèremètre, et donc, connaissant, là il est connu petit i, on en déduit grand I qui circule dans le fil, et a priori qui était inconnu au départ. Donc voilà cette méthode de la pince ampermétrique, ce qu'il faut retenir. Si on rebalaye les questions, déjà, bon, les directions des champs magnétiques, ça c'est à connaître, à savoir, donc le premier chapitre de l'année sur l'induction, vous devez le maîtriser. Ensuite, pour la première fois de l'année, on doit faire attention à ne pas sortir, à ne pas se précipiter pour sortir le champ B de l'intégrale, parce que là, cette fois, B dépend de l'élément de surface, de l'endroit où on se situe sur la surface. Donc ça, c'était le piège. Après, on vous demandait le flux, sans vous demander de calculer la FEM associée, mais ça doit aller de pair pour vous. Dès qu'on vous demande un flux, ça veut dire qu'on vous demande d'appliquer la loi de Faraday. Et après, les approximations, eh bien, c'était avec les valeurs données dans l'énoncé. Et il fallait également, pardon, dernier petit élément dans cet exercice quand même, utiliser la notation complexe. Donc c'est un exercice assez complet à maîtriser, à bien comprendre, à retravailler, etc. Donc, voilà pour cet exercice.